Bonjour à tous, c'est parti pour l'épisode 7 de Idées Ciné, où je vous partage des films à voir et à revoir avec des anecdotes sur chaque film. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire celui que vous avez préféré. On commence avec numéro 9 sorti en 2009. Dans un futur proche, la Terre a été ravagée par une grande guerre entre les hommes et les puissantes machines qu'ils avaient créées. Sachant l'humanité condamnée, un scientifique crée 9 petites créatures fragiles et sans défense à partir d'objets divers ramassés dans les décombres. Incapables de s'opposer aux machines, ils ont formé une petite communauté survivant au jour le jour dans les décombres. Mais le dernier né de la famille, le numéro 9, a une mission. Il détient en lui la clé de la survie et devra convaincre ses camarades de quitter leur refuge de fortune pour s'aventurer au cœur des royaumes des machines. Ce qu'ils vont découvrir en chemin représente peut-être le dernier espoir de l'humanité. Anecdote, Tim Burton décide de s'impliquer dans le film en tant que producteur après avoir été impressionné par le court-métrage de fin d'études du réalisateur. Il indique que le court-métrage faisait partie des plus beaux qu'il ait jamais vus. L'univers qu'il a créé avec d'infinis détails me touche au plan visuel et émotionnel. Ce n'est donc pas anodin si on trouve dans l'équipe de numéro 9 la scénariste des Noces funèbres et le compositeur attitré de Burton. Savoir aussi qu'avant d'être numérisés, tous les personnages ont d'abord été dessinés à la main et façonnés en argile. On passe sur Godzilla de Roland Emmerich sorti en 1998 qui fait partie de la longue liste des films sur Godzilla. Après des essais nucléaires en Polynésie française, des mutations génétiques apparaissent sur certains reptiles. L'un d'eux, devenu gigantesque, migre vers Manhattan. Nick Tatopoulos, un chercheur, est chargé de traquer le monstre baptisé Godzilla. Nick est convaincu que la créature va bientôt pondre. Mais le maire de New York rejette ses mises en garde. Les services secrets français décident d'intervenir. En mai 1997, le tournage de Godzilla dans la ville de Jersey City a été marqué par l'arrivée d'une puissante tornade. Contre toute attente, ce qui devait être une complication pour le tournage est devenu un plus au niveau de la mise en scène. L'équipe a en effet décidé de filmer certaines images de destruction après le passage de la tornade pour l'intégrer au montage final. Et pour les plus nostalgiques d'entre vous, une série animée a aussi vu le jour après la sortie du film. On passe à la 5e vague sortie en 2016. 4 vagues d'attaque, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la presque totalité de la Terre. Terrifiée et se méfiant de tout, Cassie en fuite tente désespérément de sauver son petit frère. Alors qu'elle se prépare à affronter la 5e vague aussi inévitable que fatale, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui pourrait bien être son dernier espoir sans pour autant lui faire confiance. Après le début du tournage, l'équipe a dû faire face à une explosion d'un bus plus forte que prévu. 40 fenêtres ont été brisées, des plafonds se sont effondrés, détruisant les devantures de magasins et un bâtiment a pris feu. Il n'y a bien sûr pas eu de blessés mais un retard de quelques jours sur le tournage. Direction Don't Look Up, déni cosmique sorti en 2021 avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. Les astronautes Randall et Kate ont découvert qu'une comète se dirige droit vers la Terre. Il ne reste que 6 mois avant qu'elle ne rentre en contact avec la planète, détruisant toute forme de vie humaine. Malgré ces révélations majeures, personne ne semble les prendre au sérieux. La Maison-Blanche préfère enterrer le dernier scandale de la présidente, alors que les médias tentent d'utiliser cette information à fin de spectacle. Même le grand public fait la sourde oreille, accusant le duo de propager de fausses informations, détournant même le regard du ciel pour ne rien voir de la réalité. Fait intéressant, pour être dans le même état que son personnage étudiant sujet aux crises d'angoisse, et qui se calme avec de la marijuana, Jennifer Lawrence a aussi fumé des joints pendant le tournage. Le scénariste et réalisateur a expliqué que l'actrice lui avait demandé l'autorisation avant de tourner une scène avec Meryl Streep. Et restez bien jusqu'à la fin du film pour ne pas louper les 2 scènes post-génériques, vous ne serez pas déçus. On part à la rencontre d'un démon avec Hellboy sorti en 2004 de Guillermo del Toro. Né dans les flammes de l'enfer, Hellboy est transporté sur Terre lors d'une sombre cérémonie célébrée par les nazis. Sauvé par le Dr Broom, Hellboy est alors élevé pour combattre les forces du mal. Armé et possédant un bras en pierre, il fait équipe avec le télépathe Abbé Sapiens et Liz Sherman capable de contrôler le feu. Si vous aimez la vision du réalisateur sur le comics Hellboy, je vous conseille de voir la Légion d'Or maudite qui est la suite directe. Pour une question à la fois pratique et créative, le film ne représente pas totalement la trame du comics, qui est bien plus sombre. Et certaines personnes de l'équipe ont été mises de côté, mais d'autres font leur apparition comme John Mayers, l'assistant de Hellboy, ou encore les elfes dans l'épisode 2. Un reboot a eu lieu en 2019 avec une direction artistique différente, et une approche beaucoup plus violente et sanglante. Mais il a le mérite d'exister, savoir aussi qu'une nouvelle adaptation est prévue pour 2024 et se passera dans les années 50. Si vous aimez jouer, c'est parti avec The Game de David Fincher sorti en 1997. Nicolas est un homme d'affaires avisé avec une vie monotone. Mais un jour, il reçoit pour son anniversaire un étrange cadeau de la part de son frère. Il s'agit d'un jeu. Bien qu'il ne soit certain ni des règles ni même de l'objectif réel, il accepte le défi. Mais va découvrir peu à peu que les enjeux sont très élevés, et prend vite conscience qu'il est manipulé jusqu'à sa propre maison, par des conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie en éclats. The Game aurait dû être réalisé avant le film Seven, mais a été mis de côté lorsque Brad Pitt s'est libéré pour le tournage.
Enfin, il s'est avéré difficile de convaincre Michael Douglas de participer au film malgré le succès de Seven. Ce dernier craignait une mauvaise distribution du film en raison de son budget relativement petit. Jodie Foster devait incarner la sœur de Nicolas car le personnage du frère était modifié en femme. Mais en raison d'un conflit d'emploi du temps avec le tournage de Contact, elle décline la proposition. Et c'est Sean Penn qui sera finalement engagé. C'est le moment de faire un tour de magie avec L'Illusionniste sorti en 2007 avec Edward Norton. Vienne dans les années 1900 surgit un jour le charismatique et mystérieux illusionniste Eisenheim, qui ne tarde pas à devenir l'homme le plus célèbre de la ville, incarnation vivante d'une magie à laquelle personne n'osait plus croire. Mais sa gloire est intolérable pour le prince héritier Léopold, dont la popularité décroît à mesure que grandit celle du showman. Le prince a une raison supplémentaire de le jalouser. Ce dernier fut le grand amour de jeunesse de sa fiancée, la belle Sophie, qui semble avoir encore des sentiments pour lui. Décidé à écarter ce rival, Léopold demande à son homme de confiance, un inspecteur pour enquêter sur l'illusionniste et dévoiler ses impostures. Anecdote, le réalisateur s'est plongé dans une enquête très stricte sur la magie, et le Vienne de la fin du 19e. La plupart des numéros décrits dans le film s'inspirent de la réalité, de même que les personnages qui ont été inventés. Il a tenu à ce que tout soit aussi véridique que possible, d'autant que l'histoire se plaît à brouiller les frontières entre l'illusion et la réalité. Savoir aussi qu'Edward Norton s'est totalement investi dans ce rôle. Après un apprentissage approfondi de la magie de l'époque, c'est lui qui interprète tous les numéros visibles dans le film. On continue avec le film adapté d'une histoire vraie, Eddie the Eagle sorti en 2016 avec Taron Egerton et Hugh Jackman. Eddie Edward n'a jamais rien eu d'un athlète, bien au contraire. Pourtant, depuis qu'il est petit, il n'a qu'un seul rêve, participer aux Jeux Olympiques. Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de soutien, ni les moqueries n'ont entamé sa volonté. Et c'est ainsi qu'en 1988, il a réussi à se retrouver on ne sait trop comment aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary. Avec l'aide d'un entraîneur aussi atypique que lui, ce sauteur à ski pas comme les autres va secouer le monde du sport et conquérir le cœur du public en accomplissant une performance olympique aussi improbable qu'historique. Après la participation d'Eddie, le comité international olympique a renforcé les conditions d'acceptation aux compétitions de saut à ski, rendant un tel scénario impossible aujourd'hui. Cette nouvelle mesure a été appelée la règle Eddie the Eagle, ce qui a empêché le sportif de se requalifier en 1994 et 1998. Mais en 2010, Eddie a toutefois été choisi pour porter la torche olympique avant les Jeux de Vancouver. Direction Source Code avec Jack Gyllenhaal sorti en 2011. Steven se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n'a aucun souvenir d'être monté dans le train. Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe, mais une bombe explose tuant tout le monde à bord. Steven se réveille dans un caisson étrange et découvre qu'il participe à un procédé expérimental, permettant de se projeter dans le corps d'une personne et de revivre les 8 dernières minutes de sa vie. Sa mission, revivre sans cesse les quelques minutes précédant l'explosion, afin d'identifier et d'arrêter l'auteur de l'attentat. Alors qu'il essaie d'empêcher l'explosion, ses supérieurs lui apprennent qu'un deuxième attentat est en préparation en plein cœur de Chicago, et qu'il ne s'agit plus de protéger les quelques passagers du train mais la ville tout entière. Le train, qui est probablement le lieu le plus important du film, a posé un réel problème à l'équipe. Après avoir envisagé plusieurs modèles de trains déjà existants, les décorateurs ont finalement décidé d'en construire un de toutes pièces, pour tourner dans n'importe quel axe. Puisque la même séquence a dû être tournée de plusieurs façons différentes, et en apportant à chaque fois un nouvel élément scénaristique, toutes les scènes du film devaient être donc collées de façon parfaite à la première, sans pour autant la reproduire à l'identique. Si vous aimez les dragons, vous serez servi avec Le Règne du Feu sorti en 2002 avec Christian Bale et Matthew McConaughey. En 2008, à Londres, un jeune garçon fait une découverte inattendue sur le chantier du métro où travaille sa mère. Un dragon qui était en hibernation depuis des millions d'années bien avant les dinosaures. L'animal se réveille et s'échappe. 20 ans plus tard, après s'être multiplié par milliers, les dragons règnent en maître sur une planète en cendres, où chaque être humain ne représente que pour eux de la nourriture. Quill est chargé de les éliminer et d'assurer la survie de sa petite communauté. Mais le combat semble perdu d'avance. Un jour, un militaire américain fait son apparition et prétend connaître le moyen de tuer ces créatures cracheuses de feu. Anecdote, le réalisateur Rob Bowman souhaitait que les comédiens assurent eux-mêmes la plus grande partie des cascades. Christian et Matthew ont notamment été entraînés pour effectuer leurs propres scènes de combat. En revanche, ce sont d'anciens membres des forces spéciales qui se sont chargés des sauts et des descentes d'hélicoptères. Si vous avez déjà été à Disney, vous avez sûrement pu voir une partie du décor du film, dans l'attraction Tram Tour qui a été remplacée depuis par Cars Road Trip. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.